C'est-à-dire que je m'en souviens comme si c'était hier, hein. Les escaliers, c'est la porte d'entrée, le sourire de son fils qui nous avait ouvert, il était resté pendant tout l'entretien, et à un moment, il était venu à ses côtés pour lui tenir la main. Sa main qui tremblait un peu et qu'il regardait, un peu amusé. Je me souviens qu'il était déjà là quand on est arrivé, sur son fauteuil, au milieu du salon, et à ses pieds, à même le sol, des centaines de photos, encadrées de toutes celles et ceux qu'il aimait, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, toute une vie de cinéma. J'aurais voulu à ce moment-là changer toute l'émission et lui demander de me les décrire, mais j'osais pas. Je me souviens qu'il me regardait avec une certaine curiosité, qu'il avait compris qu'on était quand même un peu stressé, avec son rictus rigolard, vous savez, comme s'il mâchait un cigare, et je me disais que s'il avait du mal à articuler, c'était sans doute pour ça. Je me souviens de sa joie, de ses éclats de rire que j'avais vus et entendus 100 fois à la télé et au cinéma. J'avais envie de le faire rire, rien que pour ça. Je me souviens aussi qu'il était très affaibli, mais qu'il nous avait surpris. À un moment, il m'avait dit qu'être naturel, c'était à la portée de tout le monde, mais que le bon acteur avait un petit truc en plus. Alors j'avais dit, votre petit truc en plus, c'était quoi? Et il m'avait répondu que c'était sa bonne humeur. J'aurais pu rester des heures. Boomerang. Augustin Trapenard. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quelle mémoire mon invité d'aujourd'hui est-il porteur? Il doit bien en avoir de la mémoire, puisqu'il est comédien, l'un de nos plus grands. En septembre dernier, la Mostra de Venise lui remettait un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. 1000 vies valent mieux qu'une, c'est le titre des mémoires qu'il vient de publier, en même temps qu'un livre de photos qu'il a lui-même commenté. Bonjour Jean-Paul Belmondo. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Vous en avez de la mémoire, vous? Oui, heureusement. C'est-à-dire qu'il en faut un peu quand même pour écrire 1000 vies. Ben oui, mais j'ai la mémoire du passé. Et présent, je ne sais pas, mais du passé, je l'ai. À quel moment est-ce qu'on décide d'écrire ces mémoires? C'est venu comme ça. J'avais rien à faire et je l'ai écrit moi-même. L'idée, c'était de donner sa version des faits aussi, raconter un Belmondo inconnu, un autre Belmondo. C'est qui d'ailleurs ce Belmondo inconnu? Inconnu pour vous, pour moi je le connais bien. Mon enfance qui était très mouvementée, et la jeunesse aussi, et le reste, voilà. Mais ça veut dire que vous vous reconnaissiez pas dans les portraits qu'on faisait de vous habituellement? Non, moi, je me reconnaissais des fois pas. C'était pas régulier, hein. Qu'est-ce qu'il y avait de faux, par exemple? Le voyou, hein. Voilà. Le voyou? Le voyou, oui. Vous n'êtes pas un voyou? Ah non. Voyou, entre guillemets, hein. Puis les fausses brouilles aussi. Oh, mais Delon, voilà. Pour autant, vous dites pas tout dans ces deux livres, 1000 vies valent mieux qu'une, et Belmondo par Belmondo aussi. Vous dites tout? Presque. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Mes amours avec les femmes. Vous avez toujours été secret? Oui, toujours. C'est oui. dans votre nature? Oui. Je vous pose la question parce que quand on vous lit, vous apparaissez plutôt comme un agité perpétuel, un fêtard invétéré, parfois hyperactif, un trouble-fête qui a fait les 400 coups, un zouave éternel, comme vous l'écrivez. Pas vraiment quelqu'un de discret, en fait. Non, mais discret dans la vie. Voilà. Cette liberté, cette allégresse, cette joie de vivre, ça vient d'où? Vous savez, je suis né comme ça. Ma mère, mon père m'ont toujours élevé comme ça, et ça vient de... Je me disais, ça vient peut-être de l'époque aussi. Oui, vous vivez beaucoup plus gai, beaucoup plus libre, hein. On sortait de la guerre, et il avait la joie de recommencer, de vivre, voilà. L'insouciance. L'insouciance, c'est ça. Il y en a encore de l'insouciance aujourd'hui? Heureusement. Je sais pas, moi, dans le monde dans lequel grandissent vos petits-enfants. Mais oui, mais il faut lutter contre ce mal. Et les attentats, c'est horrible. Mais il faut essayer de gai, hein. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Je suis troublé beaucoup par les attentats. C'est horrible. Alors il reste le passé dans lequel se replonger, celui de vos films qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, un monstre sacré. Non. Non, je suis un acteur et c'est tout. Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. Ça ne suffit pas d'emboutir ma belle-sœur pour ma bagnole. Ta gueule. Mais c'est ta gueule.
Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur. Oui, Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatines? Oui. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Deux hommes en noir au regard d'acier descendent de leur hispano. Les sinistres individus s'approchent du professeur. L'enlèvent. Oh merde! Ils l'enlèvent! Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire! Non, j'écris! Si j'étais aveugle, je passerais mon temps à caresser ton visage, ton corps aussi. Si j'étais sourd, j'apprendrais à lire sur tes lèvres avec mes doigts, comme ça. Même si tout ça doit finir mal. Je suis enchanté de vous connaître, madame. On obtient tout ce qu'on veut si on a la manière. Tout est dans la manière. Moi, je suis pour la beauté morale. Et la beauté morale, tu ne la trouves que chez les mochis. New York Herald Tribune! Je t'en prends un. Couché avec 2 filles depuis qu'on s'est vu. Eh bien, ça gazait absolument pas. Gazé, qu'est-ce que c'est? Elles étaient très jolies, mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste. Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge? Écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. Au nom de la loi, je vous arrête. Mon cul. On va faire un petit test. Mais de dire 2, 3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oh, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Ouais. Ah bah, non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah non, mais là, c'est... Ben oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la part. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Votre gouaille, Jean-Paul Belmondo, cette façon de parler, cette gouaille, ce naturel déconcertant que la France découvre dans À bout de souffle en 1960, cette éloquence, cette tchatche aussi, cette capacité à faire rire, vous les tenez de qui, ça? Ben, je ne sais pas. Ça me sortait comme ça. J'ai été gouailleur comme ça, sans... Non, personne. En tout cas, ce sont des qualités que vous développez très tôt, notamment lors de concours de boniment organisés lors des fêtes foraines de votre enfance. Un jour, à Priac-sur-Mer, vous vous retrouvez à participer au concours du meilleur bonimentaire local. Et alors, il faut raconter quand même, pour gagner, il s'agissait de faire la promotion d'un slip. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui, je me souviens. Et alors, qu'est-ce que vous avez gagné à l'issue de ce concours? Plein de cadeaux insignifiants. Pas de slip? Vous n'avez pas gagné de slip? Un peu. Et vous auriez aimé gagner quoi? Je voulais gagner, c'est tout. Hein, voilà. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté sur scène? Ben, je suis dit, je suis bon pour les boniments. C'est comme ça que vous la voyez, votre carrière, comme celle d'un bonimenteur? Oui. Parce que, vous savez, au début, j'ai joué que des comiques. Et Un bout de souffle m'a fait découvrir autre chose. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Et le faire, c'était bien. Vous avez mis du temps avant de vous avouer que vous vouliez devenir comédien. Vous avez d'abord pensé à devenir boxeur, mais vous avez abandonné. Pourquoi ça s'est pas fait? Qu'est-ce qui vous manquait pour être un boxeur, Jean-Paul Belmondo? Il me manquait beaucoup de choses. Je frappais bien, mais je les prenais pas du tout. Alors devenir comédien? Comédien, je crois que je voulu l'être tout de suite. À 10 ans, je faisais le clown, qui amusait beaucoup ma mère. Vous faisiez quoi? Le clown, on faisait rire, on était avec copains, on faisait rire les parents. Et petit à petit, j'ai pensé que je pourrais faire peut-être un comédien. J'ai commencé à débuter dans des petits rôles de cinéma, de théâtre. Hein. J'ai joué 10 ans au théâtre avant de faire du cinéma. Hein. Vous vous souvenez du jour où vous l'avez annoncé à votre père que vous vouliez devenir comédien? Oui, vous savez, mon père,
Et ma mère était complètement désespérée par moi. On ne peut rien en faire. J'avais quitté l'école à 14 ans pour faire des paquets. Alors mon père, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, comédien. Oh, mais alors vous, je vais te présenter un ami qui est à la Comédie Française, il dirait ce qu'il pense de toi. Je vais chez lui, André Bruno, j'arrive tout ému, et puis alors, tu connais le fable? Oui, le service financier. Bon, vas-y. Alors, bon, arrête, fais autre chose. Oh là là, alors je pleurais. Oh, et mon père m'a dit, on n'a jamais perdu, il faut garder le moral. Et oui. Voilà. Il y a cette phrase, effectivement, je te suppose assez clairvoyant pour envisager les difficultés que tu vas rencontrer. Essaie et cours ta chance. Voilà. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Et des difficultés, vous en avez rencontré, Jean-Paul Belmondo, au conservatoire notamment, où votre style de jeu peu conventionnel est assez mal perçu. Qu'est-ce qui clochait au juste? Qu'est-ce qui cadrait pas avec l'époque dans votre façon de jouer? Ma façon de jouer, c'est très en avance, je crois. Ah, vous étiez en avance? Oui, je crois. J'étais en avance dans le jeu. Votre premier prof, qui s'appelle René Simon, il vous dit que vous n'êtes pas fait pour le métier, que vous ferez carrière qu'à 50 ans. Il y en a un autre qui s'appelle Pierre Dux, qui vous dit que vous êtes moche, que jamais vous ne prendrez une belle femme dans vos bras. On vous a même refusé votre entrée à la Comédie Française. Oui. La réussite, le succès, Jean-Paul Belmondo, c'était pas gagné. Ça a pu être une revanche pour vous? Oui, mais vous savez, oui, c'est une revanche, forcément, parce que j'ai une sale gueule. Ouais. Bon, il fallait réussir. Et Pierre Dux, mon professeur, je passais des scènes, il me disait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Asseyez-vous. Oh, bon. Et un jour, je me promenais sur les Champs-Élysées avec la femme avec qui je vivais, Ursule Andress, et je rencontre Pierre Dux. Et il me dit, on fait ce qu'on peut. Votre gueule, vous la trouvez comment, votre gueule, vous? Normal. Vous n'avez pas une sale gueule? Ben oui. C'était, à l'époque, c'était une sale gueule, hein. Il faut une gueule pour être comédien, vous trouvez? Oui, il faut une gueule, oui. Mais il y a des sales gueules qui a réussi quand même, hein. À l'époque, vous êtes très dur avec la grande institution du théâtre. Hein. Vous écrivez les règles strictes qui présidaient aux Français, le système de classe symbolisé par les portes, grandes ou de service, pour les maîtres ou pour les esclaves, pour les gloires ou pour les laquais, me dégoûtaient. Les Français et le conservatoire me filaient parfois la chair de poule comme deux théâtres de momies. Ça balance, hein, sur la Comédie Française. C'était vrai à l'époque. Oui. C'était bien vu, les gens qui pouvaient jouer du Molière, tout ça, hein. En fin de compte, il fallait être mal vu pour réussir, Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est vrai. Il y avait Rochefort qui est très mal vu, et mon ami Marielle aussi très mal vu, et Crémer, voilà, on était une bande. Et j'ai concouru, moi, je passe en deuxième année, mais je me suis révolté. Alors ça donne quoi, Jean-Paul Belmondo qui se révolte? Il cogne? Non, non. Je suis rentré sur scène, les ouvriers me portaient en triomphe, et j'ai sauté en l'air, et quand j'ai arrêté, j'ai fait le bras d'honneur. Un bras d'honneur? Oui. Ah bah bravo. Ça ressemble à un vrai traumatisme quand même, le théâtre. À tel point que quand vous remontez sur les planches du théâtre Sarah Bernhardt, le 24 février 1987, vous avez failli tout plaquer, vous avez failli ne pas monter sur scène. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Ben, je préparais, bon. Et je me suis dit, tu n'as pas joué depuis 28 ans. Ouais, c'est impossible, tu vas être ridicule. Tout le monde va te monter, je monte dans la voiture, hop, et je pars. Et puis, au bout de 10 kilomètres, je me dis, non, mais c'est fou, il faut que j'aille quand même. Et j'ai été, et bon, c'était un triomphe. Ça vous est arrivé de penser que votre travail n'était pas reconnu par la profession? Oh oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Paul Belmondo? On continue à vivre gaiement. Et puis on rêve aussi. Mais oui, on rêve des rôles formidables, voilà. Alors on va rêver, oui. Avec des images de vous qui défilent, perdus dans la ville, au cirque,
dans la savane, dans l'un de vos films que je préfère, qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. En 1988, Claude Lelouch, vous vous souvenez, Nicole Croisy sur la musique de Michel Berger, le blues du businessman qui rêvait d'être un artiste. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Paul Belmondo. Vous écoutez Boomerang. T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre, tu peux pas supporter la misère. T'es pas heureux mais t'en as l'air, t'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier au fond, tu n'as qu'un seul regret, tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. T'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui tu es. T'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ta vie, pour pouvoir inventer ta vie. T'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir te trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. T'aurais voulu être un pour pouvoir dire pourquoi tu France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard. C'est lui, c'est Bébel. C'est Bébel, quoi. Le même sourire taquin, vous savez, ce regard d'éternel lover, la mine resplendissante, cette touffe de cheveux blancs bien peignés qui lui donne des airs de Gabin, sauf que c'est pas Gabin, hein. C'est pas Delon non plus. C'est lui. C'est Bébel, très chic, chemise bleu ciel sous un pull gris clair, sa main gauche entièrement baguée de 1001 pierres précieuses, un vrai pacha. C'est lui, Jean-Paul Belmondo, invité de Boomerang pour parler de cette vie, ou plutôt de ces vies, que vous racontez dans 2 livres, Jean-Paul, 1000 vies valent mieux qu'une, et Belmondo par Belmondo. Et vous nous racontez d'abord votre enfance heureuse, très heureuse, avec 2 parents très conciliants, aimants, ouverts. Vous diriez que vous avez eu l'itinéraire d'un enfant gâté? Oui, je crois que j'ai eu l'itinéraire d'un enfant gâté. Et je pense que les débuts c'était dur, mais un souvenir formidable. Et j'ai eu une carrière bien, hein,
Pas mal, ouais. Oui. Ouais. Non, mais il y a des gens qui disent j'aurais voulu jouer ça, j'aurais voulu jouer. Moi, je me suis dit, j'ai joué bien, c'est bien, c'est bien. Pour autant, quand vous étiez petit, vous étiez un enfant gâté? Oui. Aussi? Oui, mais c'est vrai. Ma mère était une femme formidable. Alors vous me On voyez est venir. parti dans la vie. Bien, bien. Vous me voyez venir. Quand on a tout, comment on fait pour avoir de la volonté, pour ne pas se conduire en enfant gâté, justement? Ben, non, on a toujours de la force, hein. Ouais. Des gens vous prennent, mais ils ne voulaient pas de vous, mais de la volonté. Si je vous dis de la volonté, mon fils, avec de la volonté, tu y arriveras. Oui. Vous vous souvenez de qui a prononcé cette phrase? Mon père, oui. Ah bah, ouais, effectivement, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont vos parents, en fait, qui font votre éducation artistique. Oui. Votre père sculpteur et passionné Mais d'art vous traîne, vous et votre frère, tous les dimanches au Louvre. Votre mère, elle vous emmène au théâtre français ou au cinéma. Vous vous souvenez de votre première émotion théâtrale? Mais c'est au cirque, avec un clown. Malheureusement, je ne me rappelle plus son nom, et il était fantastique. Et je retournais voir, il me parlait, c'était une chose formidable. Et puis après, j'ai vu le cinéma, Les Enfants du Paradis. Hein. Ça, c'était... Chaque acteur est étonnant. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non, Oh, pourquoi? parce que j'ai rendez-vous. Au rendez-vous, destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pourquoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre? Oh, moi j'aime tout le monde. Eh bien voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux. Est-ce que vous en savez? Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors, Alors, au revoir, Frédéric. oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard. Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Je l'ai là, je regarde de temps en temps, je les vois. Brasseur était un lieu, hein, et je le vois jouer. Je ne les imite pas, mais j'essaye de jouer comme eux. Ah. Hein. C'est le premier film qui vous a fait vibrer, Les Oui, Enfants du oui, Paradis? oui. Et vous avez ressenti quoi? Une émotion par les acteurs. Marcel Héron, Brasseur, c'était des formidables. C'est quoi un bon acteur pour vous, Jean-Paul Belmondo? Ben, c'est pas d'être naturel. Naturel, tout le monde peut l'être, mais c'est de avoir un petit peu plus que ça. Voilà. Et c'était quoi votre petit truc en plus à vous? Ben, c'est ça, de bonne humeur. Parce que même dans les rôles difficiles, je riais quand même. En résumé, je suis bien nourri par mes parents qui veillent à ce que la vie ne soit pas trop engluée dans trop de réel ou de matériel. Ce qui se passe dans un film, finalement, a tout autant d'importance qu'un fait d'actualité, quel qu'il soit. Quand la réalité est déplaisante, la fiction demeure le recours idéal. La réalité, de toute façon, n'est jamais venue d'elle-même. Elle se crée comme mon père façonne ses bustes. La joie est une fiction à laquelle on finit toujours par croire. Le bonheur, une réalité qu'on a inventée. Voilà ce que vous écrivez, Jean-Paul Belmondo, dans 1000 vies valent mieux qu'une.
Ce que vous nous dites, en fait, c'est que chacun est artisan de son propre bonheur, qu'il suffit d'y croire. Voilà, suffit d'y croire, mais d'y croire vraiment. Ça vous est jamais arrivé, vous, de cesser de croire au bonheur? Oh si, comme tout le monde, hein. Il y a le petit frein, et puis on le défait. Il s'en va, et on reprend le bonheur. Vous en avez des regrets? Oh oui, j'ai des regrets, oui. Des regrets, oui. Lesquels? Je les dis pas. Et Voyage au bout de la nuit? Oui, mais Voyage au bout de la nuit avec Audiard. C'était un film que je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais c'était une question de producteur, hein. Ben, c'était parfait. Mais des regrets, j'ai des regrets comme ça. Mais dans la vie, on a des regrets, c'est sûr, hein. Sans ça, je serais un clown. Pourquoi est-ce que ce texte et ce personnage de Bardamu vous ont tant marqué, Jean-Paul Belmondo? C'est sa langue, c'est sa façon de parler? Oui, sa langue, sa manière de le parler, sa manière d'être aussi, hein, où il était docteur en plus, hein. Comment il parle, Bardamu? Ah, il avait un accent, mais je peux pas se faire. Et puis c'est peut-être sa façon de résister à tout. C'est un personnage qui résiste. Hein. Oui, il résiste, mais bien sûr. Il a résisté jusqu'au bout. L'idée de résistance, elle m'évoque aussi la boxe, Jean-Paul Belmondo, l'envie d'en découdre, de donner des coups. Il paraît que c'est à l'école communale que vous avez commencé, oui, pour rendre des coups. Vrai. On était à l'école communale à Denfert-Rochereau et on nous traitait de sale italien, rital, les rital. Alors on a pris à donner des coups de poing. C'est là que partie la boxe. Vous en donnez encore des coups aujourd'hui? Oh non, non, non. Non, moi, j'ai donné des coups dans la vie et je regrette d'avoir donné des coups. Hein? C'est idiot. Qu'est-ce qui vous met en colère? Maintenant, oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais restons gays. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Petit peu de chance dans la mer. Ça me fait peur du lendemain. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce que j'en pense. Quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. C'est une fleur dans mon jardin. Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense. Quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. L'oiseau frivole de nos destins. Quand même une si petite ligne de chance. Quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense. Quelle importance.
Je suis fou de joie. Tous les matins. Saline de hanche. Saline de chanteur. Un oiseau chante dans mes mains. Saline. De hanche. Maline. De chanteur. Un oiseau chante dans mes mains. Saline. De hanche. Maline. De chanteur. C'est-à-dire qu'on les revoit jouer, Maline de Chance, Jean-Paul Belmondo et Anna Karina dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard en 1965. Vous pouvez réécouter cette émission de novembre 2016 avec Jean-Paul Belmondo sur le site de France Inter et en podcast tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Substance to be hidden from. Now we see rough air, rough work from a dream. A stream underwater without a option to sing. Not the pacifier, but homie, the truly change. When you stare at the heavens, you see the stars that rearrange. So we wow. Yeah. We got to be when you can't see. Storm made from master music, motivated a more melodic melody that moves and mediates evolution of change that pulsate. The mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soap is live and don't fret, cause it ain't over yet. But by the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dogs will be over by the end of the fight. France Inter, 9h39, presque 9h40, Curtis Harding, Hopeful, et tout de suite c'est l'heure de Sonia De Villers, l'instant M, ça va Sonia? Bien, et vous Augustin? Ah bah toujours, quand je vous ai au bout du fil. Allez, nous on revient à l'actu, pur et dur. Salut Augustin et à demain. À demain. Augustin et à demain. À demain. Augustin et à demain. À demain. Augustin et à demain. À demain.